Quand j'ai créé l'asso, c'est parce que j'en ai eu marre d'attendre que des solutions soient proposées. Comment préservons-nous les ressources naturelles? Comment on partage les richesses? Comment on peut se soigner convenablement? Comment on peut se chauffer convenablement? Parce que ça nous est insupportable de voir à quel point votre naissance conditionne toute votre vie future. Une société égalitaire, c'est une société dans laquelle on vit mieux. C'est maintenant qu'il faut faire, avec les acteurs qui sont quotidiennement sur le terrain. Parmi ces acteurs de terrain, 1,5 million d'associations engagées pour le climat, la biodiversité, la justice sociale, contre les précarités, les exclusions, les inégalités. Elles œuvrent quotidiennement pour une société plus juste et plus fraternelle. Elles interpellent, elles soutiennent, elles mobilisent, elles font aux côtés de 12 millions de bénévoles. Avec ce podcast, découvrez les associations qui s'engagent pour faire face aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques, pour faire partie vous aussi de ceux qui font. La tech est une filière d'avenir. Près de 200 000 emplois devraient être créés dans cette branche d'ici 2030, une opportunité pour le marché du travail dont les femmes semblent pourtant écartées. En effet, elles n'y représentent que 23% des salariés. Pourtant, les enjeux de la féminisation des métiers de la tech sont multiples. Et c'est d'ailleurs le thème de la Journée des femmes de cette année, le 8 mars 2023. Depuis une dizaine d'années, de nombreuses associations ont vu le jour pour promouvoir la place des femmes dans ce secteur et pour porter plus fort leur plaidoyer, elles se sont réunies autour de collectifs comme celui de Femmes Numérique. Pour en parler, nous avons rencontré la directrice générale de l'association, Peggy Vicomte. Cet épisode a été enregistré à l'occasion de la Journée internationale des femmes qui se tient chaque 8 mars. Bonjour Peggy Vicomte. Bonjour. Peggy, vous êtes la directrice générale de Femmes Numérique. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, journée de la femme, et la thématique justement est la féminisation du secteur du numérique. Qu'est-ce que ça montre? Que le sujet devient plus visible ou au contraire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre cette égalité? Alors les deux, Lisa, les deux. Il y a des progrès, c'est sûr, et il y a encore beaucoup de choses à faire. En fait, quelques chiffres, juste pour remettre dans le contexte. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 30% de femmes qui travaillent dans les métiers du numérique. Ce 30%, quand on le dit, en fait, on affiche déjà un biais. Parce qu'en réalité, c'est 30% au global, mais sur des métiers, on va dire, techniques, qui sont aujourd'hui des métiers au cœur de la stratégie des organisations. Donc, je vais vous en citer quelques-uns, la cybersécurité, là, évidemment, la programmation, l'intelligence artificielle, des postes de responsable des systèmes d'information, de directrice des systèmes d'information, architecte système, par exemple, ce sont des métiers qui sont aujourd'hui vraiment stratégiques au cœur de l'organisation de notre société. En fait, quand on regarde ces métiers-là, c'est à peine 15% de femmes qui travaillent sur ces fonctions. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un triple enjeu, en fait. C'est un enjeu en termes de compétences, parce que ce sont déjà des métiers qui sont en tension. On dit qu'il manque 200 000 emplois jusqu'à 2025 sur ce secteur d'activité. C'est un enjeu social parce que ça pourrait, on l'a dit, comme il y a de l'emploi, ça pourrait être en fait un véritable outil d'émancipation des femmes, d'autonomie et d'émancipation financière. Et puis bien sûr, c'est un enjeu sociétal parce qu'il y a des biais de genre aujourd'hui déjà dans la construction de certains outils ou de certaines solutions numériques. Au départ, les applications en santé n'intégraient pas les cycles menstruels des femmes. Les femmes, c'est une personne sur deux. Donc en fait, on construit une application santé qui ne va pas pouvoir finalement satisfaire une personne sur deux dans la société. Donc aujourd'hui, c'est un biais de genre. On a tous tout en tête les biais de genre par les intelligences artificielles qui sont utilisées dans les recrutements. Bon, depuis, ce sont des biais de genre qui ont été rectifiés parce qu'on s'en est rendu compte. Mais aujourd'hui, il y en a d'autres qui apparaissent parce que les logiciels sont aujourd'hui élaborés par une majorité d'hommes. Donc pour nous, c'est un triple enjeu économique, social et sociétal. Femmes Numérique est une structure à deux têtes. D'un côté, une fondation pour recevoir du mécénat de la part des entreprises et de l'autre, une association qui a vocation à réunir toutes les structures œuvrant pour l'inclusion des femmes dans le numérique. Quels sont les leviers d'action de votre collectif? Alors, nous avons 4 missions principales. La première mission est une mission que nous avons appelée animer et fédérer l'ensemble des acteurs qui agissent, qui opèrent auprès des jeunes filles, auprès des femmes pour les sensibiliser ou les former
aux métiers du numérique. Donc ça, c'est notre première mission, animer et fédérer l'ensemble de l'écosystème. La deuxième mission, c'est une mission que nous avons appelée Amplifier, qui permet en fait de donner toute sa place au sujet dans les différents médias. Donc ça peut être la presse, mais ça peut être également sur les réseaux sociaux. La troisième mission, nous l'avons appelée Déployer. Donc là, il s'agit, en fait, c'est une des missions principales puisqu'il s'agit de passer à l'échelle les différents projets les plus impactants. On s'est rendu compte que les projets peuvent être très impactants à une échelle locale, mais que bien souvent, ils ne sont pas déployés à l'échelle nationale parce que chaque territoire a ses spécificités. Et donc, tout l'enjeu est vraiment de pouvoir donner sur l'ensemble du territoire à toutes les jeunes filles qui ont des appétences ou des compétences pour les métiers numériques les mêmes chances de pouvoir accéder aux formations et aux métiers de cette filière. Et puis, notre dernière mission, c'est éclairer. Et éclairer, en fait, il s'agit vraiment d'orienter les politiques publiques et les réflexions prospectives en la matière. Et justement, pour porter ce plaidoyer, vous avez récemment organisé les premières assises nationales de la féminisation des métiers du numérique au ministère de l'économie. Pourquoi ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pourriez revenir sur ces premières assises ? En fait, cet écosystème, il est relativement jeune. Il y a une dizaine d'années qu'il y a des actions qui sont faites pour former, sensibiliser les jeunes filles et même, par exemple, mener des actions de reconversion pour des femmes qui seraient en milieu de carrière et qui auraient envie de se reconvertir vers ces métiers qui sont des métiers en fait où il y a de l'emploi et où c'est relativement bien payé. Il y avait un vrai besoin en fait de cet écosystème de se réunir avec des typologies en fait de participation très hétérogènes. Donc, on avait des associations évidemment, mais ça peut être des associations qui travaillent sur l'attractivité des métiers, ou ça peut être des associations qui travaillent sur l'égalité femmes-hommes, ou des associations qui travaillent sur la médiation scientifique. Donc finalement, vous voyez, ce sont des associations qui sont qui œuvrent toutes pour le même objectif, mais qui sont sur des champs d'activité différents. Puis on a réuni des entreprises qui font le numérique ou des entreprises qui utilisent le numérique. Et puis, nous avons réuni également des personnes qui travaillaient dans les ministères sur ces sujets-là. Donc, en fait, voilà, il y avait un vrai besoin de se réunir. Et puis, au-delà du constat, parce que je crois que le constat, il est partagé, il fallait qu'on mette en place des actions et qu'on propose des actions. Durant ces assises, vous avez donc formulé 15 recommandations pour promouvoir la place de la femme dans les métiers du numérique, en appui avec l'État. Quelles sont les propositions phares ? On a réparti ces propositions en 4 axes. Le premier axe, c'est créer une culture favorable au développement égalitaire du numérique. Mais aussi, on a couplé en fait cette proposition avec une proposition de la mise en place d'une méthodologie transparente et publique de mesure d'impact. Parce qu'en fait, c'est une politique de long terme. La deuxième, c'est favoriser la transversalité des sciences et du numérique dans les enseignements. Et ça, c'est très en lien avec l'éducation nationale. Donc, il y a une politique stratégique au numérique qui a été publiée récemment par l'éducation nationale, avec une volonté très forte de rétablir l'égalité, la mixité dans certaines filières. Et là, on parle de peu de féminisation dans les filières du numérique, mais finalement, il y a des biais de genre dans différentes filières. Et donc, l'idée de l'éducation nationale, c'est de remettre de la mixité dans l'ensemble des filières. Le troisième axe, c'est concevoir et déployer sur la durée un dispositif national de sensibilisation. Donc là, on parle principalement d'une campagne de communication nationale. Donc ça, on l'appelle de nos voeux parce qu'en fait, c'est important parce qu'en fait, les causes sont multifactorielles à ce désintérêt des jeunes à rejoindre les filières du numérique, qui sont pourtant des filières d'avenir. Et donc, en fait, ce ne sont pas que les jeunes, c'est aussi comment les professeurs agissent sur l'orientation, comment les parents, comment la société, comment sont vues les filles globalement dans notre société aujourd'hui. Est-ce qu'elles peuvent aller vers des métiers scientifiques ? Est-ce que c'est facile d'y aller ? Est-ce qu'elles pensent qu'elles peuvent y aller ? Est-ce qu'on les autorise à y aller ? Donc tout ça, c'est du domaine de l'inconscient. Et donc, nous pensons qu'il faut une campagne nationale de sensibilisation qui permettrait d'expliquer aussi mieux les enjeux en fait, du numérique aujourd'hui. Et puis le quatrième axe, c'est pour nous un axe très important puisque c'est créer les conditions favorables à l'entrée des femmes sur le marché du travail. Et c'est par exemple apporter des aides financières et un programme concerté, c'est-à-dire fédérateur finalement, pour amener 10 000 filles qui auraient des appétences et des compétences sur ces filières-là à entrer dans nos métiers.
Et quelle fut la finalité, la conclusion de ces premières assises ? Le gouvernement va-t-il tenir compte de ce plaidoyer ? On voit aujourd'hui, via des interviews qui ont été réalisées par Elisabeth Borne, notre Première ministre, qu'il y a des choses qui ont été retenues, notamment dans le plan d'action égalité femmes-hommes. Et je vous invite à consulter les différentes interviews. Notamment, il y a un parcours qui s'appelle 10 000 étudiantes dans la tech. Et donc, il me semble que le gouvernement va en tout cas entreprendre des actions assez fortes en ce sens. Peggy, on arrive à la dernière partie de ce podcast. Quels sont les besoins de votre association pour mener à bien votre action ? Alors, nous ne travaillons pas avec des bénévoles en tant que tels. Nous sommes à la recherche de mécénat que nous appelons du mécénat de compétences sur des sujets très précis. Et on peut également adhérer à l'association. On a une cotisation annuelle et puis en plus de la cotisation, on peut apporter une contribution libre sous forme de dons qui nous permet d'avancer sur les différents sujets. Pour être sûr de bien comprendre, qui peut adhérer au collectif ? Des citoyens et citoyennes ou des associations œuvrant pour les femmes dans le secteur de la tech ? Nous n'avons pas d'adhésion individuelle puisque l'objectif, c'est vraiment de fédérer les collectifs qui travaillent sur ce sujet-là. Donc, ce sont plutôt des adhésions d'associations, d'entreprises ou d'écoles, par exemple, qui veulent nous aider à donner de l'ampleur au sujet. Merci à Peggy Vicomte pour son éclairage. Cet épisode de Ceux qui font a été enregistré à l'occasion de la Journée internationale des femmes.